What's up guys, j'espère que vous allez bien. We are back. Mishka aka Guts MMA, on est là une fois de plus pour Breakdown, cette fois-ci UFC Vegas 117. Petite carte qui va se dérouler là, au Apex à Vegas. Les heures sont normales là, pour cette carte-ci. Peut-être pas la carte avec le plus gros name value, on s'entend, on ne sera pas de catchette. Mais 13 combats, une coupe de low-key banner à mon avis. Je pense qu'on va avoir des bons fights. Avant de se lancer dans le breakdown, je vous rappelle que dans la description, vous avez les timestamps. S'il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres, vous allez vous y référer là, pour les trouver plus facilement là, dans la vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la page, parlez-en. Si vous en voulez un peu plus, ça se passe sur Instagram, GutsMMA. Et sinon, sur Patreon, si jamais vous êtes des degenerates comme moi, vous voulez voir c'est quoi mes bets, pourquoi on les fait, quel type de mise, le risk management, etc. Tout se passe là-dessus. Fait que voilà tout le monde, sans plus tarder, là, on va se lancer dans le breakdown. Et en ouverture de carte pour les early prelims, on a un women's fight chez les strawweight en Shona Bannon et Nicole Cagliari. Donc Bannon 7-2 chez les rangs pro et 8-4 pour Nicole. Fiez-vous pas là au record, du moins à mon humble avis. Les odds ont bougé, là. On va aller voir là, tout de suite après. 32 ans là, pour Shona, 5 pieds 5, 65 pouces de reach. 29 là, pour Nicole, plus jeune, 5 et 3, 62 pouces de reach. Communauté qui donne l'avantage à Bannon, ça je trouve ça weird. Honnêtement, on va pas s'attarder une tonne sur ce fight-là, mais je pense vraiment que Cagliari va smoke Shona Bannon. Quand j'ai vu ce fight-là, j'étais comme « What? Shona Bannon est encore au UFC? » À mon avis, elle n'a pas d'affaire là, elle n'est pas UFC level. Là. À mon humble opinion. Là. Puis si on regarde les odds, on va aller voir, là, ça a bougé, je suis pas mal sûr. Vous voyez, là, Nicole qui est rendu à moins 275 là, sur BetOnline. Plus accurate que ce qu'on a vu sur Tapology. Puis même qu'elle pourrait être une plus grosse favorite que ça, à mon avis. Je pense vraiment qu'elle va roll ici. Donc, elle pourrait même être dans les ranges de moins 350, moins 400. Puis je ne serais pas fâché de tels odds. Puis pour faire vite, peut-être que vous vous souvenez de Nicole Cagliari parce qu'en fait, elle a une victoire contre Corinne Laframboise à Dana White Contender Series. Peut-être que vous étiez comme moi des auditeurs aguerris de Dana White Contender Series. J'étais très heureux de voir là, que Corinne Laframboise a participé à l'émission. Puis elle paraissait bien au début du fight, mais finalement, elle s'est retrouvée on top. Au début, elle s'est fait takedown, elle s'est retrouvée on bottom, mais à la fin du premier round, Corinne on top, puis elle se fait armbar from bottom par Nicole Cagliari. Corinne Laframboise, c'est quand même Jiu-Jitsu, là, black belt de mémoire, là, donc très gros grappling. C'est une issue à laquelle on ne s'attendait point. Fait que ça a été une surprise ici. Puis les deux combats suivants, vous voyez, là, elle les a perdus contre Ernesta Carecate. J'espère que je n'ai pas trop massacré son nom. Mais en fait, ça, ce sont 3 fights qui sont chez les flyweight à 125 livres. Puis Cagliari est vraiment petite là, pour les 125 livres. Ça va être son début à 115, une catégorie qui, je crois, va lui fit beaucoup mieux. Contre Ernesta qui fait genre 5 pieds 9 avec plus de reach que moi. C'est comme la différence de gabarit est immense. Puis tu sais, Cagliari a quand même réussi à tenir son bout. Elle est allée chercher des takedowns. Elle a été relativement compétitive au niveau des significant strikes, même si elle donnait peut-être 8 pouces de plus de reach contre une très bonne kickboxeuse. Split decision loss. Fait que vous voyez, même un juge qui lui ont donné le fight. Son dernier combat, ça pas cachette, elle s'est fait smoke, mais Carly Judice est excellente, son striking est impeccable. TKO au round 3, on l'avait justement parié, si je ne me trompe pas, là, Judice au round 3, je ne sais plus si on avait le knockout, mais on avait le round 3 définitivement. Puis tu sais, ces trois combattantes-là, là, Judice, Ernesta, puis Corinne, là, ils smoke Shona Bannon, c'est même pas drôle. Shona Bannon, elle a 2 victoires au UFC level. Première split decision contre Alice Ardoline qui se bat un peu plus loin sur la carte. Puis c'est un combat après rewatch que Alice aurait dû gagner à mon avis. Mais c'était un combat à domicile aussi. Je pense qu'elle a eu une petite faveur là, des juges. Son combat suivant contre Pooja Tomar, elle s'est fait pratiquement knocked out. Elle s'est fait knockdown, était KO littéralement. Puis le ground and pound l'a comme réveillé. Puis elle a réussi à aller chercher un armbar du bottom. Props à elle, là, mais c'est un combat qu'elle aurait pu très bien perdre également.
Son dernier, c'est quand même un red flag. Là. Sam Hughes, je veux dire, c'est une très bonne combattante, mais plus une striker. Elle n'est pas connue pour son grappling impeccable. C'est pas la genre de combattante qui va pousser des gros grappling pace dans ses fights. Des fois, elle mixe les takedowns par-ci par-là. Mais elle s'est fait ragdoll. Un takedown au premier round, c'était la fin du round. Elle s'est fait dominer tout le long au sol, s'est retrouvée en crucifix dans plein de mauvaises positions. Pas un super bon get-up game. Elle ne sait pas de créer de l'espace avec ses hanches, aller chercher des butterfly guards, etc. C'était pas un super bon look. Puis deuxième round, même chose. Elle envoie un kick. Elle se fait catcher le kick, takedown. Puis première occasion qu'elle donne son dos en essayant de se relever, elle se fait choke. Fait vraiment pas là, un bon look. Actually, c'est la seule victoire par soumission de Sam Hughes au UFC level de ce que j'ai vu. Puis Sam Hughes qui a un takedown accuracy de, je pense que je l'ai noté, là, 29%. Fait que c'est pas très très élevé. Bannon, c'est plus une karate point fighter, donc très volatile, aérien. Elle envoie des sidekicks, des coups plus isolés. Elle essaie de toucher, mais elle manque vraiment de physicalité. Je pense que ça va faire une différence ici contre Nicole, qui est très forte, qui rivalisait physiquement avec des 125 livres. Là, je pense qu'elle va se faire brasser. Je pense qu'elle va se faire amener au sol assez facilement. Puis je pense même que Cagliari va probablement finir là, Shona Bannon là, au sol, que ce soit un TKO ou une sub. Puis tu sais, même debout, Cagliari est peut-être moins fancy avec son striking. Elle lance pas toutes sortes de kicks flashy, plus une stocky boxeuse. Mais à dur, elle pourrait blesser Shona Bannon, qu'on a vu se faire là, knockdown au UFC level. Mais ultimement, je pense qu'elle va l'amener au sol. Si on regarde un peu les stats tab ici, tab de stats. Shout out Uncle Weezy, là, encore une fois. Vous voyez au niveau là, du grappling, juste à droite, là, Cagliari qui a 2.26 takedowns par 15 minutes sur 12,45 tentatives. C'est énorme. C'est pas un gros pourcentage, mais on s'entend qu'elle essaie de takedown des combattantes à 125 livres avec des très bons takedown defense, très physiques. Puis à l'inverse, il y a Shona Bannon chez les 115 livres qui se fait takedown 2 fois par 15 minutes sur 3 tentatives. 40% de takedown defense, c'est vraiment pas un bon signe. Fait que bref, on n'élaborera pas plus là-dessus, mais à mon avis, là, Nicole, elle va roll ici, puis Shona Bannon, on la reverra probablement plus là, au UFC level. 32 ans, ça fait 4 ans qu'elle est professionnelle en MMA, je ne m'attends pas à une tonne de progrès. Elle vient quand même d'un bon lay-off. Nicole, à 29 ans, nouvelle catégorie de poids, je pense que ça va vraiment mieux là, lui fit. C'est vraiment une grosse différence, je pense, là, en niveau là, de mixed martial arts dans ce combat-ci. Next, on a Daniel Barez qui va affronter Luis Gurule. Daniel Barez qui est 17-7 chez les pros, 10-3 pour Gurule. Nurley Pickem là, sur Tapology, mais je pense que ça a bougé également. Gurule qui a rendu un favori un petit peu plus élevé. 37 ans versus 32 ans, fait qu'il y a quand même un bon gap d'âge. Flyweight à 37 ans, c'est jamais là, un green flag en partant. 5-6, 5-5, 66 pouces de reach versus 64 pouces là, de reach, donc un petit avantage de portée là, pour Barez. Puis encore une fois, la communauté qui favorise quand même largement Barez ici. Je peux comprendre qu'il y a des arguments pour lui. Je pense que c'est un combat qui est beaucoup plus serré que ce qu'on a vu dans le fight précédent qui ouvrait la carte. Si on regarde au niveau des odds, vous voyez Gurule qui est rendu favori à moins 150. Des books qui ont encore des prix décents, vous voyez moins 119, moins 138. Mais ça, on voit que le market s'en va du côté là, de Luis Gurule. Puis comme je dis en partant, l'âge, 37 ans, flyweight, là, c'est pas un super bon signe. Il revient quand même aussi de 14 mois de lay-off, Daniel Barez, qui est quand même beaucoup. Il a probablement dû prendre du temps. Son dernier fight, il s'est fait casser la gueule bien comme il faut. C'est pas super drôle. Si on regarde ici, vous voyez, là, Barez, c'était contre un bon prospect là, en André Lima. Coût significatif 108 à 33, c'est même pas proche. Puis un peu à l'image, c'est pas le même degré, là, on s'entend, là, mais quasiment de Carlos Prates puis JDM. André Lima qui piece up Daniel Barez, il aime tout ce qu'il veut. Il doit avoir, là, si on regarde la proportion là, des coups significatifs, là, vous voyez 26 aux jambes, 23 au corps, 59 là, à la tête, fait qu'il était rouge là, des pieds au visage. Puis Barez qui a commencé quand même de façon décente au premier round. Puis, honnêtement, Barez, c'est pas un mauvais nécessairement combattant. Il s'est fait outstrike, on s'entend. Mais vous voyez, il a placé 6 coups au deuxième, puis 1 au troisième. Premier, 26. C'est un double qui commence quand même fort les combats. Premier round, il look good en général, mais il n'y a pas un super bon gas tank. Donc, il tend à fade là, au fil du fight.
Mais sinon, son striking en début de combat est quand même propre. Il y a un pop descend dans ses frappes là, pour les flyweight. Travaille en combo, il rip bien le body, des choses que j'aime. Il mixe les kicks. Fait que pour le vrai, c'est vraiment pas si pire que ça, mais c'est plus que le combat avance, souvent plus que ça tend à fade. C'est fait soumettre au troisième round là, par André Lima. Je pense que c'était sa première win là, par sub. Fait que c'est pas un artiste de Jiu-Jitsu. Lima, il a juste été opportuniste contre un Barrez qui a été piece up puis vraiment fatigué. Fait que premier round, je pense que ça va être compétitif honnêtement. Puis j'étais curieux, j'étais allé voir justement, vu que Gouroulé il est le favori. J'ai checké Barrez, puis actually il est favori pas à un haut price, là, mais à moins 130 pour gagner le premier round sur la carte des juges ou avoir un finish, ça marche. Là. Fait que le market est au courant là, que Daniel Barrez il commence quand même bien en général ses fights. Puis Gouroulé, c'est un peu l'inverse. Il tend à commencer un petit peu slow, puis souvent au troisième round, c'est là qu'il va paraître le mieux, du moins dans certains combats qu'on a vus. C'est fait knocker par Ode Osborne, mais Ode Osborne est quand même dur. Il faudrait peut-être lui donner un pass là-dessus. Il a été signé à Contender Series dans un combat où il s'est fait takedown 10 fois, mais il s'est relevé non-stop, puis a placé là, beaucoup plus de coups significatifs. Fait que c'est pas un dude qui est facile à takedown nécessairement puis à maîtriser. Il est plus physique, je pense, il est plus fort, il a un meilleur cardio, meilleure endurance. L'âge aussi, la jeunesse, je l'ai dit, mais c'est un gros facteur ici. J'ai pas le choix vraiment de pencher du côté de Gouroulé. Mais ici, il start un petit peu slow comme il a l'habitude. Daniel Barrez, d'après moi, il va gagner le premier round à high clip. Maintenant, Barrez, il va-tu avoir assez de gaz pour aller chercher un edge au deuxième? Ça, c'est une bonne question. Mais s'il est capable d'aller chercher le deuxième round sur la carte des juges, puis survivre le troisième, je pense que Barrez, il est live complètement. Premier round, il est dangereux. On a vu que Gouroulé, il n'est pas invincible non plus, pourrait se faire touch-top. Même Gouroulé est comme relativement fort pour un flyweight. Là, il a quand même des bonnes mains. Mais Barrez, je pense qu'il est tout de même durable là, avec la volée qu'on l'a vu manger au dernier fight qu'il a encaissé. Puis qu'il s'est pas fait KO, TKO. Je pense qu'il a une bonne durabilité, il a du cœur. Fait que ça va probablement être tough de le mettre out. Mais Una aussi fatigue vraiment au troisième. Un peu banged up, Gouroulé takedown. On l'a vu là, avoir des gros, un très gros takedown là, contre Alden Correa. Il lift up dans les airs, il smash au sol, pourrait peut-être aller chercher une position pour une soumission. Mais pour de vrai, j'ai pas un super bon read clair sur ce fight-là. En termes de pure pick, je vais aller du côté de Gouroulé, mais à mon avis, j'aurai aucune action là, sur ce fight-là. Je vais juste sit back, enjoy the fight. Fait que voilà, donnez-moi Louis Gouroulé là, en deuxième combat de la carte 6 contre. Next up, on a Alice Ardaline qui va affronter Polyana Viana. Un autre fight que quand j'ai vu, j'étais comme damn, Polyana est encore au UFC. J'étais sûr qu'elle avait été cut. Vous voyez, là, bad streak, là, 3 losses d'affilée. Puis 3 losses par finish. Donc, si on résume, 11-7 pour Alice, 13-8 pour Polyana. Ardaline, qui est quand même une décente favorite ici. 34 ans, 33 ans. Mais vous voyez, là, Polyana qui est à l'aube là, de ses 34 ans dans moins d'un mois. Combat chez les strawweight, encore une fois, 5-3, 5-5, la portée. Tout de même 5 pouces de plus là, pour Polyana. Communauté un peu plus largement du côté de Ardaline. Puis on regarde les cotes, moins 205, fait que c'est encore dans les mêmes eaux. Comme je dis, Polyana, je pensais même pas qu'elle était encore là, au UFC. Si elle perd ce combat-là, elle va probablement se faire cut. Du moins, c'est très probable. Polyana qui a plus d'expérience au UFC level. Puis truc à noter sur elle, elle n'a jamais gagné une décision dans sa carrière. Elle est allée 4 fois à la carte des juges, elle a perdu les 4 fois. Toutes ses wins, là, donc c'est 13, c'est ça, ouais, c'est 13 wins là, sont par finish. Ça va probablement être dur aussi de edger une décision contre Alice Ardaline. Ces 4 victoires, c'est pas contre du haut niveau. Là. Vous voyez, là, Maya Stevenson, Amy Whitmire, je parle au UFC, elle en a d'autres. Là. Mallory Martin, Jen Newfrey, ça vole pas haut. Là. On va se le dire. Ces 4 filles-là combinées sont 5 victoires et 14 défaites au UFC level. Fait que c'est pas top. Ces défaites, tout de même, contre du bon niveau. Là. Gigi Aldrich, vous voyez, c'est une bonne combattante. Anna Cypher, pas superbe, là, ça, non. Veronica Hardy, bonne fighter. Mais c'est la façon que ça s'est fait. Je veux dire, Veronica Hardy, là, vous voyez, là, sub à 1 minute 9 du premier round. Puis Hardy, si on regarde là, sa fiche là, au UFC level, vous voyez, elle a une victoire par soumission. Puis c'est celle-là. En fait, elle a-tu d'autres sub-items? Non, elle a une sub-item dans son dernier fight. Mais c'est pas une fille qui est reconnue nécessairement là, pour ses prouesses de jiu-jitsu au UFC level. Fait qu'elle s'est fait smoke en 1 minute.
Contre Tabata Ricci, Tabata Ricci qui est une combattante extrêmement dangereuse. Elle a perdu une décision unanime, s'est fait takedown à maintes reprises. Il y en a qui n'ont pas une superbe takedown defense, honnêtement. Elle a eu sa victoire contre Geneviève Frey, puis après, elle s'est fait finish 3 fois de suite. Par contre, il faut lui donner, c'est des combattantes qui sont quand même là, décentes en Yasmine Lucindo, Gillian Robertson et Jacqueline Amorin. Mais elle s'est fait finir les 3 fois quand même assez là, facilement, pas donné beaucoup de résistance. N'importe qui essaie de la takedown, souvent elle va l'avoir, vous voyez, takedown defense, là, 35 là, %. Kind of à l'aise de jouer au jiu-jitsu de son dos, mais contre des combattantes un petit peu plus haut niveau, ben vous voyez, là, ça pardonne pas du tout. Puis du côté de Alice Ardalan, je veux dire, c'est pas beaucoup mieux. Là. Elle a 2 wins au UFC. Il y en a une qui est 0-4, puis l'autre qui est 1-4. Fait que les deux combattantes ensemble sont 1-8 au UFC level, ces 2 wins ici. Shawna Bannon, on en a parlé juste avant, un petit peu plus tôt. Elle aurait dû avoir la dub ici, à mon avis. Contre Melissa Martinez, elle a tenu son bout, même si elle a perdu. Vous voyez, actually, elle a outstrike. Pas nécessairement une mauvaise performance. Puis ces derniers fights, là, elle a vraiment piece up ses adversaires. Je veux dire, vous voyez, 154 à 78. Fight of the Night, 138-85. Alice Ardalan, qui est principalement une striker, elle aime ça se battre debout. Elle a un très, très gros output. Vous voyez, le 7.35 significant strikes landed par minute. Mais on va aller voir la distance, là, précisément, qu'est-ce qu'on a. Shout out Weezy. Mauvaise page, ici. Vous voyez, là, 8.38 coups à distance par minute sur 18 attempts, 18.41. C'est vraiment beaucoup. Polyana Viana qui a quand même 15.08 attempts, mais qui land à beaucoup moins high clip, donc 5.39. Fait que moins gros output, mais aussi moins précise, puis aussi moins defensively sound que Alice Ardalan, dans le sens où elle va absorber un petit peu plus de coups. Niveau du grappling, là, on a vu Polyana Viana, elle se fait takedown 2.45 fois par 15 minutes sur 3.77 attempts. C'est bad. Ardalan, pas nécessairement une grande lutteuse, mais de temps en temps, elle va shooter des takedowns. Elle a shooté des amenés au sol dans 3 de ses fights là, au UFC. Fait que ça pourrait là, qu'elle mixe les takedowns. Si elle le fait, pourrait clairement gagner des minutes au sol, dominer, placer un peu de ground and pound, mais il y a quand même le risque de la sub du bottom de Viana. Elle doit faire attention, Ardalan, qui n'est pas nécessairement une super bonne jiu-jitsu girl. Sinon, debout, je pense que ça va être relativement compétitif, mais que Alice va être capable de edger avec son volume, son activité. Donc, outwork Polyana Viana au fil du fight. Peut-être même lui faire mal, la blesser. Là, je veux dire, un one-punch knockout, ça me surprendrait. Là. Mais Viana, si elle mange 150 coups significatifs, je pourrais l'avoir brisé à un certain point. Encore une fois, je ne suis pas convaincu de son niveau là, de mixed martial artist. Je pense qu'elle est occupée avec pas mal d'autres choses, comme ses médias sociaux, son OnlyFans, ces affaires-là. Ça doit être pas mal plus rentable là, que sa carrière au UFC. Fait que je ne sais pas à quel point elle est sérieuse dans sa démarche. Elle revient quand même d'un bon layoff. On l'a dit, là, 1 an, elle s'est fait finir ses 3 fois, fait que ses 3 derniers combats. Fait que le momentum, clairement, du côté là, de Alice. Par contre, chose à noter, Alice, elle a un gros output debout, mais elle est quand même exposée au contre, donc elle n'a pas la défensive la plus responsable. Plus tu tapes, plus que tu vas t'exposer d'une certaine façon ou d'une autre. Fait que tu sais, Viana pourrait trouver la cible là, avec des gros punches. Elle a une puissance décente là, pour la division. Pas out de ce combat-là. Elle a des chances, mais je favorise tout de même Alice Ardalan et je crois qu'elle va être capable d'aller chercher la dub, probablement par décision là, dans ce combat-ci. Next, on a Andrei Petroski versus Cody Brundage, a.k.a. Bumdage. 13-5 là, pour Petroski, 11-9 et 1 pour Cody. Petroski qui est le favori ici. Underdog tag sur Cody Brundage. 34 ans, presque 35. Vous voyez ici, là, dans moins d'un mois, 32 ans là, pour Cody. Combat chez les middleweight. Les deux ont la même taille. Portée 1 pouce de plus pour André. Communauté qui est plus du côté de Petroski également. Puis moi, je vais aller dans l'autre sens. Ben oui, c'est pas une blague. Petroski qui est à moins 175. L'argent qui rentre sur Cody Brundage, vous voyez, il est rendu plus 150 sur BetOnline. Puis si vous écoutez, j'ai un bet sur Cody Brundage. Je l'ai parié à plus 170 pour 1,15 unités.
Je pense que Cody Brundage est live pour ce combat-là. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. C'est la première fois, je crois, que j'ai Cody Brundage dans mes picks. Et probablement la première fois que j'ai un pari sur lui. Mais je pense vraiment qu'il y a de la value sur la ligne. Là, sinon, je ne l'aurais pas bêté. Puis écoutez, si on check un peu Petroski, lutteur, souvent les combats qu'il va gagner, c'est parce qu'il est capable d'aller chercher un avantage au sol. Pas super dangereux une fois on top. Pas énormément de finish, là, vous voyez, là, au UFC level. 3 wins ici, c'est 3 décisions. Il est allé chercher des finishes en début de carrière là, contre du niveau un petit peu plus low. Mais par après, là, c'est pas grave. Vous voyez, 8 takedowns, 2 sub à thème, mais il n'y a pas le finish ici. Même chose, 3 takedowns, même contre Vieira, ça s'est passé un petit peu plus debout, mais contre Dylan Bodka, il y a quoi, plus que 10 minutes quasiment, il y a 9 minutes 20 de contrôle, Bodka qui est vraiment pas très doué, pas capable de faire du gros ground and pound, pas capable d'aller chercher de sub, c'est pas un bon look, un peu le même principe pour Josh Frem, qui sont pas des dudes super haut niveau. Fait que pas super dangereux là, on top. Fait que je pense qu'il y a un avantage de Jiu-Jitsu ici, mais je crois pas qu'il y a l'avantage de lutte, parce qu'André Petroski, il a lutté, oui, NCAA Division 2, mais Cody Brundage, les deux, ils ont un niveau de lutte assez semblable. Niveau de physicalité également, je pense que c'est très similaire. Cody Brundage, qui est pas facile à amener au sol nécessairement, surtout là, en début de combat. Fait que je suis pas sûr qu'André Petroski va avoir beaucoup de succès avec la lutte. Je dis pas que c'est impossible, mais ça me surprendrait. Fait que si ça s'annule puis ça play out debout, je veux dire Petroski qui a peut-être un striking un peu plus technique que Cody Brundage, mais je pense qu'il cogne moins fort, puis surtout il n'y a pas de chin. Petroski, il n'y a pas de menton. Je parierais quasiment n'importe qui par KO là, contre lui. Actually, j'avais parié Cam Roston par knockout ici. J'avais parié Edmund Shabazian par knockout. Je ne sais pas comment qu'il n'a pas réussi à le finir. Tu sais, back in the days, vous voyez, là, il s'est auto-knocké en shootant un takedown sur la hanche de Jacob Malkoun. Je l'ai partagé sur Instagram, vous l'avez probablement vu. Là, donc, André Petroski qui s'est auto-KO par Hard Collision. Puis même les combats qui se fait pas KO, on voit qu'il n'est pas à l'aise avec recevoir les coups. Il n'aime pas ça. Puis quand il se fait sonner, Cam Roston, c'est un tout petit hook qu'il pogne. Ça n'a vraiment pas l'air puissant. S'effondre au sol. Puis il ne se défend pas convenablement une fois par terre. Il se fait TKO par Cam Roston. Puis tu sais, debout, là, vous voyez, il est allé back and forth. Il s'est fait outstrike par GM3. Qui est-ce que GM3 outstrike debout? Écoutez, je pense que si ça se passe debout, Cody Brundage est très très live pour knocker Petroski. André Petroski, il y a 5 là chez les professionnels, il y en a 4 par knockout. Fait que ça en dit long, 80% de ses défaites sont par KO. Je pense qu'il y en a 3 d'ailleurs qui sont là au premier round. Puis Cody Brundage a quand même la majorité de ses wins par knockout. Sur 11, il y en a 7 par KO. Je pense qu'il y en a 6 au premier round. Le dude, on dira ce qu'on voudra. C'est un quitter. Il n'y a pas un bon fight IQ. Petroski non plus. Et il quit quand il y a l'occasion puis il y a trop d'adversité. Mais là, il y a quand même un bon step down en compétition, j'ai l'impression. Puis il y a vraiment un style qui match up tout de même well par rapport là, à André Petroski. Puis Cody Brundage, souvent au premier round, il est quand même compétitif, il est capable d'en donner, puis il swing des patates. Il y a quand même des victoires relativement de qualité là, au UFC level. Trejan Gore, ça vieillit bien. Gros KO au premier round. Puis Trejan Gore, on a vu là, comment il est capable d'encaisser dans ses combats. Là. Suivant, c'est pas nécessairement un quitter, il a un bon chin. Le slam de Zachary, c'est différent, là, on va se le dire. Julian Marquez, back and forth, grosse guerre, trouve le KO au premier round. Aucune chance qu'André Petroski soit capable d'encaisser les shots que Marquez a subi. Puis même contre Cam Roston, je veux dire, les deux ils ont affronté Cam Roston, mais Cody Brundage, là, il a pincé puis il a wobble Cam Roston au premier et au deuxième round. André Petroski il s'est fait Big Brother. On aurait dit que Cam Roston promenait son chihuahua là, André Petroski. Fait aucunement compétitif debout. Fait facteur danger all du côté de Cody Brundage à mon avis. Puis à ce prix-là, je dis pas si c'était un PKM ou si Cody Brundage était favori. Je pense pas que je l'aurais parié, mais à plus 170, là, je pense qu'il est vraiment live là, pour aller chercher la dub. Son dernier fight contre Dante Johnson, split decision loss, mais il était favori, Dante Johnson. Attends, on va aller chercher, ça vaut à peine. Là. Cody Brundage, c'était un énorme underdog ici contre un gros prospect. Vous voyez, c'était un underdog à plus 650.
Puis il a perdu, mais par split decision, il a rendu ça compétitif. Fait que, bref, je pense que c'est un fight à portée de main. Donnez-moi Cody Brundage par knockout là, pour le combat suivant. Next up, on a Ketlen Vieira versus Jacqueline Cavalcanti. 15-5 pour Vieira, 10-1 pour Jacqueline, qui est la favorite ici. 34 ans, 28 ans, fait gros gap d'âge dans ce match-up-là. Combat chez les Women's Bantamweight, 5-8, 5-8, donc taille identique, mais 2 pouces de plus de reach là, pour Cavalcanti, qui est la choisie là, de la communauté. Si on regarde les odds, est-ce qu'il y a eu du changement? Moins 170, fait que l'argent rentre sur Cavalcanti un peu plus. Je la favorise aussi dans ce match-up-là. C'est mon pick. Par contre, à moins 170, je suis pas certain là, que j'ai envie d'avoir là, un street bet sur elle. Un combat qui, je crois, est à sa portée, qu'elle devrait gagner, mais qui pourrait play out un petit peu plus serré. Cavalcanti, qui est une excellente striker, donc très bon kickboxing, bon jab, elle mixe bien les kicks, travaille en combo. Bon footwork aussi latéralement, de mieux en mieux. Ketlen Vieira, debout, j'aurais tendance à lui donner un petit edge au niveau du power. Pas énorme, mais je pense qu'elle cogne plus dur. Peut-être une meilleure habileté de contre-attaquer également. Mais comment je verrais Vieira gagner cette fight-là? C'est plate, mais c'est probablement avec 10 minutes de control time. Juste, même pas des takedowns nécessairement. Ketlen Vieira, qu'on l'a vu dans sa dernière run là, de win, est à l'aise de juste pousser son adversaire contre la cage, la maintenir là, des short strikes. Ça peut avoir un takedown. Elle a un bon top control game, donc très à l'aise là, une fois au sol si elle est en position dominante. Cavalcanti, qui semble avoir un takedown defense correct de ce qu'on a vu. Même contre... elle s'est fait takedown par... j'ai un blanc, la française. Nora Cornore. Voyez, elle s'est fait takedown dans ce combat-ci. Elle se fait full mount assez vite, mais est capable de reverse la position puis de se relever quand même rapidement. Mais on s'entend, Nora Cornore, c'est une fille de Muay Thai. Elle n'a pas le ground game de Vieira. Fait que si Vieira peut obtenir des takedowns, je pense que ça va être un petit peu plus dur là, pour Cavalcanti de se relever. Mais sinon, si ça play out debout, puis Jacqueline est capable de bouger correctement, in, out, mouvements latéraux, je crois vraiment qu'elle va outwork là, Ketlen Vieira. Elle a beaucoup plus de output, de volume. Je pense pas qu'elle va la KO, on s'entend. Là, elle n'a pas une force de frappe phénoménale, pas la one punch knockout. Du moins, je serais très, très surpris. Fait que là, rendu là, c'est comment les juges vont voir ça. Est-ce qu'ils vont rewarder un peu plus le travail de Cavalcanti debout, qui place plus de coups, mais peut-être qui est sur le back foot un petit peu plus, qui se fait mettre la pression, qui se fait contrôler contre la cage, ou justement Ketlen Vieira qui place un compte par-ci par-là, puis qui cumule du control time, etc. Fait que c'est un combat qui pourrait être très serré sur la carte des juges. Puis vous voyez Cavalcanti, 2 split decisions sur ses 5 combats au UFC level. Puis Vieira en a plusieurs aussi. Là. Vous voyez, split decision, 3... 4 et 5 split decisions là, en carrière au UFC level. Fait que c'est 2 combattantes qui tendent à jouer quand même serré là, dans leur combat. Je crois par contre que le ceiling est plus élevé pour Cavalcanti. À 28 ans, elle va faire du progrès encore une fois d'un combat à l'autre. Vieira, à son âge, on a un produit un peu plus fini, final. Et honnêtement, elle ne m'impressionne pas énormément là, dans ses performances récentes. C'est sûr qu'elle s'est battue contre des niveaux d'opposition un petit peu plus haut, mais tu sais jamais qu'elle va se démarquer par une grosse marge nécessairement. Là. Vous voyez, split decision contre Dumont. Contre Messi Chiasson, ben c'est Messi Chiasson qui a perdu ce combat-là, on s'entend. Là. C'est à 2 reprises Messi qui shot un half-fast takedown puis qui se fait reverse, puis Vieira fait juste rester on top tout le round. Fait qu'elle a gagné de cette façon-là. Contre Harrison, elle a donné un petit peu plus que ce à quoi on s'attendait. Elle a montré qu'elle est tough à finir, même si elle s'est fait battre. Puis tu sais, vous voyez, là, 15 coups significatifs, 3 takedowns, capable de chasser les subs. Cavalcanti, on ne sait pas trop son jiu-jitsu défensif. Est-ce que Vieira pourrait trouver une sub? Pas impossible, mais très peu probable, à mon avis. Mais je pense que sur 15 minutes, elle va se faire outwork probablement. Puis je donne une décision serrée là, à Cavalcanti là, pour le combat suivant. Prochain combat, Tommy Genn qui va affronter Arthur Minev. Un combat qui a été ficelé un peu dernière minute. Je vous avoue qu'il me manque de recherche là, sur Arthur Minev, fait qu'il va peut-être être un peu plus bref là, pour ce combat-ci. 11-0 pour Genn qui devait affronter Trey Ogden là, de mémoire. 7-0 pour Minev, fait pas une fiche de tout croche non plus.
33 ans pour Gent, âge inconnu pour Maiev. Combat chez les lightweight, 5 et 11 pour Gent versus 5 et 9, 76 pouces de reach versus inconnu encore une fois. Tommy Gent qui a été signé après une performance à Contender Series puis qui a un très gros niveau là, de lutte. Donc, il a lutté, je l'ai ici, là, c'est un D1 All-American Wrestler. Il a gagné le bronze à la World Cup back in the days. Il a aussi été médaillé d'or au Pan American. Fait que tout de même un très gros lutteur. Communauté qui lui donne un gros avantage également. Sur ses 11 wins, 10 finishes. Puis souvent, c'est pas nécessairement des calls debout. Là, c'est des finishes au sol. Il y a 5 soumissions et 5 KO TKO. Fait que gros ground and pound au sol. S'entraîne avec Daniel Cormier. Donc, c'est pas mal son tuteur principal là, pour sa carrière de Mixed Martial Arts. Maiev, vous voyez, 7-0 aussi. C'est pas un piment. Là, quand même des wins décentes sur la scène régionale à Fury FC. Plusieurs finishes aussi. Par contre, il a fighté son dernier combat contre Campos. C'est un combattant plus âgé qui n'a plus vraiment de gaz dans la tank. Ça fait 3 mois de ça. Fait qu'il répond à l'appel short notice. Belle opportunité pour lui. Un doute qui a un striking décent. Peut-être même un petit peu plus technique que Gent, mais pas un très gros volume de ce que j'ai vu. Tant à y aller un petit peu plus en coups isolés. Aime ça mixer aussi le wrestling dans ses combats. Mais contre Tommy Gent, je pense pas que ça va fonctionner. Là. Même s'il y a une lutte décente, il y a quand même des levels à ça. Puis tu sais, Tommy Gent qui se préparait déjà pour ce combat-ci, je pense que ça va l'aider énormément. Puis donnez-moi Gent, je veux dire, avec la préparation complète, le short notice replacement, je pense que tous les outils sont de son bord, la balle est dans son camp pour la win. Revient d'une belle performance à Contender Series contre Livingston. Vous voyez, le 2 takedowns. 2 minutes 47 de contrôle, puis il est allé chercher là, la grosse soumission. Fait que Maiev, je pense pas nécessairement que c'est un piment. Peut-être qu'il peut battre du monde au UFC, mais l'aspect short notice du combat, elle m'inquiète tout de même. Puis Gent, qui est un athlète phénoménal, là, il devrait cruise ici. Puis tu sais, à noter là, que Gent, qui s'est battu chez les middleweight et chez les welterweight, donc à 185 et 170 livres, puis aller chercher des finishes, puis il était capable de rivaliser avec la physicalité de ces gars-là. Fait que je pense qu'à 155 livres, le dude est extrêmement puissant physiquement. Devrait avoir des takedowns avec relative aisance. Est-ce qu'il va trouver un finish? Je sais pas. Maiev qui look quand même tough. Pas impossible du tout. Mais je serais pas surpris non plus là, qu'on voit une espèce de grappling fest pour 15 minutes et que Gent emporte une décision assez unanime. Next up, on a Tuko Tokos qui affronte Ivan Erslan. Tokos qui est 11-5 chez les rangs professionnels, 14-6 pour Erslan. Pas des shiny records, vous voyez là récemment pour les deux dudes. Erslan qui est le favori ici. 35 ans, presque 36 là, pour Tokos, 34 ans pour Erslan. Combat chez les light heavyweight, fait que là on monte de poids ici, le 6 pieds 4 versus 6 pieds 2. La portée, léger avantage de 3.5 pouces là, pour Tokos. Communauté qui est quand même largement de son côté à l'inverse des odds. Et puis je vais aller du côté du favori en Ivan Erslan. On va checker si ça a bougé. Erslan, moins 163. Si jamais ça se resserre plus, peut-être que j'aurai un poke sur le chum Ivan à suivre. Mais je ne suis pas super high là, sur Tuko Tokos, honnêtement. Mais commençons du côté là, de Erslan. Honnêtement, striking décent. Quand même une bonne technique, surtout un boxeur. Mixe très peu les coups de pied là, dans ses attaques, donc frappe beaucoup plus avec ses mains. Grosse puissance de frappe, 10 victoires par knockout là, sur ses 14 wins. S'est fait knocker une fois là, de l'autre côté, fait cogne très très dur. Défensive quand même, responsable. Des fois, là, il y a la garde un peu haute, là, ce qui peut... si shell up, là, high guard comme ça peut ouvrir des opportunités pour les amener au sol, quelque chose que j'avais pris en note. Puis si on regarde là, un peu sur ce qu'il a fait au UFC, split decision contre Kutaleba, combat très serré contre Ion. Puis ici, on veut surtout regarder sa takedown defense parce que contre Tokos, je pense pas que Tokos va essayer de striker avec. Il va essayer de l'amener au sol relativement rapidement, j'ai l'impression. Erslan, qui est quand même difficile à amener au sol, se fait amener au sol au premier round, je ne me trompe pas, par Kutaleba, mais boom, spring back up immédiatement. Il n'accepte pas la position, là, le bottom game facilement.
Sa takedown defense est même surprenante, là, plus que ce à quoi je m'attendais. Quand je regardais les stats sur papier, j'étais damn, Tokos va le takedown easy. Mais après avoir watché le tape, je suis comme, ça sera pas si facile que ça là, pour Tokos. Puis honnêtement, Ion Cutelaba, je pense, un bien meilleur lutteur, beaucoup plus athlétique là, qu'un Tuco Tokos. C'est fait takedown, n'a pas give up énormément de control time, puis a rendu ça très compétitif. Là, on le voit juste avec la split decision, pas besoin d'en dire plus. Contre Navajo Sterling, combat intéressant également. Arslan qui gagne le premier round actually, là, contre Sterling. Donc, vous voyez, là, il me semble que c'est le premier. En tout cas, les stats pourraient en dire autrement. Mais de mémoire, là, c'est celui-là qui a gagné. Je vais aller vérifier. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Là. Sterling. C'est Ivan Arslan. On prend une petite parenthèse pour ça parce que c'est quand même important. De mémoire, là, il avait gagné le premier round. Vous voyez, Arslan, là, ouais, il a gagné le premier round sur la carte de 2 des 3 juges ici. Fait quand même compétitif contre un striker excellent là, en Navajo Sterling. Deuxième round, je le donne à Sterling qui a eu des takedowns justement, mais pas nécessairement beaucoup de control. Puis même Arslan qui réussit à aller chercher plus de control time que Navajo. Je donne quand même le round à Sterling. Troisième, quand même compétitif encore une fois, jusqu'à ce que Navajo y aille un knockdown. Un gros coup qui pogne derrière la tête, en fait, qui fait que Arslan s'effondre puis est capable d'aller chercher beaucoup de strikes et de dégâts après ça. Mais pas de finish, fait que tout de même durable, là, le chum Ivan Arslan, no shame là-dessus. Puis son dernier fight, pas une belle impression. C'est fait takedown early par Jimmy Crute, mais en fait, je crois que Arslan a été un peu overzealous. Il a du succès avec le striking en début de combat. Il extend un peu trop ses combos, il s'emballe, puis Jimmy Crute qui en profite pour aller chercher l'amener au sol. Une weird sub, c'est pas un rear naked choke classique, là, vous irez le voir, on dirait qu'il veut y arracher la tête, c'est spécial un petit peu comme soumission. Mais bref, autant soit-il qu'il s'est fait takedown dans tous ses combats, que je crois que ça prend tout de même un bon niveau de lutte et une bonne physicalité là, pour l'amener au sol. Tuco Tokos, qui fait beaucoup de takedowns, mais pas nécessairement contre du super haut niveau. Pas les meilleurs amenés au sol et le meilleur contrôle, à moins que tu sois vraiment un piment au sol. Je pense que Tuco Tokos, c'est pas un grappler à tout casser. Même si dans le broadcast, ils en disent autrement. Ils disent, man, le dude, il s'entraîne avec Brendan Allen, il rivalise avec lui au niveau du grappling. En tout cas, de ce que j'ai vu dans la cage, j'irais peut-être pas jusqu'à dire, jusqu'à le praise de cette façon-ci. Contre Min Yang Zhang, c'est un knockout extrêmement brutal. Je vous le partagerai peut-être. Là, c'est assez violent de la façon qu'il se fait. KO. Oumassi, il se fait takedown puis il se fait soumettre en 3 minutes 43. Oumassi qui s'avère être peut-être pas une fraude, mais vraiment pas le prospect à quoi on s'attendait. Navajo Sterling qui s'est battu contre Ivan Arslan. Tuco Tokos s'est fait péter la gueule là, dans ce combat-là pour les 3 rounds. Le premier round n'est même pas fini, puis Tokos il regarde l'horloge, il a l'air soft au corps. Son striking à Tokos, il n'est pas très technique. Il swing des bombes, mais il est toujours exposé à se faire contre-attaquer. Il n'a pas une bonne défensive, il réagit mal au punch, puis il a une attitude de merde aussi. Là, il reçoit des coups significatifs, puis il est comme non, ça me fait rien. Puis finalement, il se fait geler par Zhang Mingzhang une seconde après. Puis son dernier fight contre Tafa. Tafa qui est un des pires grapplers de toute la division, un des pires combattants de toute la division. Premier round, il réussit à avoir des takedowns et le contrôle. Deuxième, Tokos qui passe à ça de se faire finir. Finalement, il réussit à avoir le takedown puis il va soumettre Tafa. Mais je veux dire, je vais pas te donner des grandes fleurs là, parce que tu as amené Junior Tafa au sol puis tu l'as soumis. Le dude est extrêmement mauvais là, de son dos. Fait que s'il n'est pas capable d'amener Ivan Arslan au sol, il va se faire smoke, à mon avis. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense pas que ça va être nécessairement chose facile à faire. Puis, si on regarde un petit peu là, les stats rapidement, vous voyez debout, c'est pas shiny des deux bords, là, mais Tuco Tokos, 2.96 coups à distance sur 7.86 à terme, très low volume et très basse précision. Mais aussi défensivement, il se fait hit a lot, c'est atroce. Au niveau du grappling, un peu l'inverse. Vous voyez, Ivan Arslan se fait takedown souvent, mais tout de même, takedown defense relativement décente. Versus un Tokos qui a, oui, des belles stats de grappling, mais contre qui? Contre Junior Tafa, c'est comme à suivre. Là, je vais prendre ça avec un grain de sel.
à ce niveau-là. Je pense que Erslan a la physicalité puis le defensive grappling pour rivaliser avec Toka. Je pense qu'il va le ramollir au corps, placer des bombes en haut, peut-être même le mettre KO. Fait que donnez-moi là, Ivan Erslan qui va aller chercher sa première win dans la UFC. Next, on a Nikolai Veretennikov versus Chaos Williams. Veretennikov, 14-7 chez les pros, 15-5 pour Williams. Les odds, presque un pick-em, mais qui sont en train de flipper là, pour Nikolai, lentement mais sûrement. 36 ans versus 32 ans, combat chez les welterweights, 6 pieds 1, 6 pieds, avantage de 3 pouces de reach là, pour Chaos Williams, qui est le favori de la communauté. Si on regarde les odds, vous voyez le Veretennikov qui est rendu à moins 108, là, plus 112, fait presque 50-50. Début de la semaine, quand j'ai commencé à checker, Veretennikov qui était plus à plus 110, plus 115. Donc, l'argent semble entrer sur lui. Ça va être mon deuxième underdog pick là, de la carte là, en Nikolai. On dirait que je ne suis pas convaincu là, pour Chaos Williams. Qu'est-ce qu'il attend next au UFC? On va commencer du côté de Nikolai Veretennikov qui est un très bon striker, un bon Muay Thai guy. Donc debout, c'est son bread and butter. Puis les fois qu'il s'est fait exposer, qu'il a perdu au UFC, c'est toujours là, presque toujours à cause du grappling. Donc vous voyez là, il s'est fait amener au sol dans beaucoup de ses combats. Puis sur son dos, c'est pas chic, c'est pas un jiu-jitsu guy. Puis tu sais, à 36 ans, ça fait 13 ans qu'il se bat pro, même si c'est pas nécessairement une tonne de combat. Ça va pas changer du jour au lendemain. Il va rester, je pense, relativement mauvais là, en jiu-jitsu. Debout, par contre, il se débrouille très bien. Puis par contre, là, Chaos Williams, je pense pas qu'il va arriver et tenter de shooter des takedowns. Si on regarde ici, là, vous voyez, Chaos Williams, il y a 0 takedown au UFC level. En 10 combats. En fait, il en tente 0,3 par 15 minutes. Fait que je m'attends pas là, à ce que Chaos Williams il tente d'amener le combat au sol ici. Williams a des mains très pesantes. Puis qu'est-ce qu'il veut, c'est knock the fuck out ses adversaires. Fait que d'après moi, ça va play out debout ce combat-ci. Puis même si quelqu'un devait initier le takedown, d'après moi, c'est Nikolai Veretennikov qui va essayer. Est-ce qu'il va le faire? Peut-être, who knows? Mais principalement, je pense que ça va play out debout. Debout, Veretennikov, on l'a dit, bon Muay Thai, bonne technique, outils variés, il kick bien, il y a des bons punchs également, puissance, descente, capable d'opérer dans le clinch aussi. Puis il nous l'a montré, vous voyez, là, Dana White Contender Series, c'est la première fois qu'on l'a vu au UFC Level 2021 contre qui? Michael Morales, qui va probablement se battre pour la ceinture éventuellement dans peu de temps. Fait que c'est une beast Morales. Puis il a été tit for that debout là, au niveau des coups significatifs. Vous voyez, 52 à 53. Il a mangé les patates de Morales, puis il lui en a donné. Il a rivalisé avec carrément. C'est vraiment la lutte de Michael Morales qui a fait la différence pour edger le combat. Et également, le cardio. Je pense Nikolai Veretennikov qui a fatigué là, late dans ce combat-ci. Puis non seulement il s'est battu contre Morales, mais il était favori pour gagner ce combat-là back en 2021. Fait que tu sais, quand même, à l'époque, même le market, il y avait quand même un espoir décent en Veretennikov. Il a été signé au UFC par après, il me semble que c'était un short notice contre Danny Barlow, qui était un hot prospect. Perdu par décision partagée, mais c'est un combat qui avait pas allé comme de l'autre. Danny Barlow, de left hand to God, qui était reconnu pour knocker tout le monde avec sa fameuse main gauche. Veretennikov qui l'a encaissé. Il en a mangé en pleine poire, là, des mains gauches, des left hand to God. Puis il a tenu debout. Son menton, honnêtement, là, il a une très bonne durabilité, j'ai l'impression. Contre Vanderford, c'est fait takedown, TKO au sol. C'est pas un violent KO, c'est juste... il s'est fait overwhelm au sol. Je pense pas que Chaos Williams peut faire ça ici. Prado, première win, split decision. Ça a été un weird match, là, des takedowns back and forth. En tout cas, bref. World Combat, je ne m'attends pas à ça ici. Contre Soriano, il s'est fait takedown 4 fois. Il s'est fait contrôler, tenter des subs. Mais il l'a pas eu. Puis là, il revient d'un gros knockout contre Nico Price. Là. Un wash Nico Price, mais il a fait ce qu'il devait faire. Là. Il l'a terminé en 1 minute 42. Nasty striking là, debout. Puis du côté de Chaos Williams, pas un super bon momentum. Là. Vous voyez, il s'est fait piece up par Gabriel Bonfim. Puis tu sais, même debout, tu sais, il s'est fait takedown soumettre, mais même debout, Gabriel Bonfim qui avait énormément de succès. Puis son dernier fight, Andreas Gustafsson, qui l'a juste mold, s'est fait casser la gueule, takedown à répétition, clinched up, takedown, clinch, takedown, elbow. C'était pas yab. Puis Williams, vous voyez, même ses victoires, je veux dire, souvent c'est des KO, des gros KO, early la majorité du temps, mais parfois un petit peu plus late.
mais c'est pas un dude qui va outwork ses adversaires debout nécessairement. Il est plutôt low volume, il cherche le kill shot. Puis s'il l'a pas, ben écoutez, ça va être serré. Il s'est fait outwork par Rolando Bedoya, qui est genre un ex 155 livres, puis qui n'a pas une victoire au UFC. T'sais, vous voyez, là, Bedoya, c'est pas yarb ici. Puis Chaos Williams est allé back and forth avec, là, pas si longtemps que ça. Ça fait 1 an qu'il ne s'est pas battu, si je ne me trompe pas. 11 mois, on va dire 1 an. Fait que comment il va revenir de ça? Il a mangé le beating de sa carrière, aucune idée. Des victoires décentes. Vous voyez, tu sais, early, là, KO, Alex Morono en 27 secondes. C'est impressionnant. Même chose, Abdul Razak Al-Hassan. Mais s'il ne va pas chercher le gros knockout early, je pense que Nikolai Verednikov, il va l'outwork puis il va aller chercher une victoire par décision. Fait que ça va être ma prédiction là, pour ce combat-ci. Donnez-moi le underdog en Verednikov là, pour battre Chaos Williams. Next, on entre dans la main card et honnêtement, sur les 5 combats de la main card, il y a 4 bangers à mon avis, incluant le combat suivant, Timmy Kwamba versus Bernardo Sopage. Je pense que ça va être un excellent fight. Kwamba 10-3 chez les pros, 12-3 pour Sopage. Moins 160 pour Sopage, je pense que ça a bougé un petit peu. Là, on va aller voir 27 ans versus 25 ans, fait que 2 jeunes prospects qui sont pas en tout encore au top de leur game, qui ont un futur, un bright future, je pense, au UFC level. Un combat chez les Bantamweight, 5-9 versus 5-6. Kwamba qui a tout de même là, un 5 pouces de plus de reach qui est assez significatif. 80% de la communauté sur Sopage qui fait pas trop de sens là, à mon avis. Je pense que ça va play out assez serré. Et si on regarde, vous voyez Sopage qui est rendu moins 130, plus 110 là, pour Kwamba. À noter, en partant, la physicalité, le gabarit de Kwamba qui a combattu à 155 livres au UFC, à 145 livres et maintenant est à 135 livres. Si on regarde ici, là, vous voyez Kwamba, il a fait son début, mais il semble que c'était un peu short notice contre Bolaji Oki chez les lightweight. Un combat qui est perdu par split decision, mais qui a été quand même compétitif là, contre Bolaji Oki, deux catégories de poids là, de plus que ce qu'il combat actuellement. Contre Lucas Almeida, pas le meilleur look, on s'entend, là, c'est pas nécessairement une défaite qui vieillit bien, mais ces 2 derniers fights, là, Roberto Romero, j'ai bêté contre Timmy Kwamba sur ce combat-ci. Je me suis fait burn. Cheng Oli, j'ai bêté sur lui contre Timmy Kwamba. Je me suis fait burn à nouveau. Fait que pas le meilleur read nécessairement sur Timmy. Il m'a impressionné plus que ce que j'aurais cru lors de ces 2 derniers fights. Contre Romero, je me fie un petit peu à ses performances passées, là, mais Kwamba qui semblait avoir un peu de difficulté avec la pression, ne réagissait pas nécessairement bien contre la grosse agression, la grosse pressure, la grosse activité. Puis Roberto Romero, c'est un dog qui avance tout le temps, puis qui n'est pas nécessairement le striking le plus technique, mais qui justement, il recule devant rien puis met de la pression. Je me disais que ça serait un bon match-up pour lui. Finalement, Timmy Kwamba qui a le meilleur, là, non seulement il a blessé Romero, il fait plus de dégâts, mais il time un flying knee de toute beauté. Il y a un argument que c'est un stoppage un peu early, mais je veux dire, le timing sur le flying knee, c'était une victoire bien méritée, là, on ne peut pas lui enlever. Puis next, c'était son début à 135 livres. Puis justement, je pensais que Chang Oli allait avoir plus d'avantages avec la lutte, la physicalité. Il a dominé le premier round, mais finalement, par après, Kwamba a réussi à revenir. Là, outstrike légèrement, mais aussi défend bien les takedowns, là, round 2 et 3, puis capable d'edger la décision. Kwamba qui a un grappling intéressant, mais c'est pas son bread and butter, c'est plus un striker. Il a les mains excessivement rapides, là, donc très bonne boxe et straight punch, super fast. Il kick pas tant que ça, mais habituellement, quand il kick ou s'il fait des knees, whatever, il veut que ça compte. Et donc, s'il envoie un kick, souvent, ça va toucher, puis le setup est bon, ça va faire du dégât, même s'il ne les utilise pas nécessairement souvent. Du côté de Sopage, je dirais que c'est probablement un striker un petit peu plus diversifié, des très bonnes mains rapides également. Tout de même fort physiquement là, pour son gabarit, puis c'est de quoi justement pas qui m'inquiète, là, mais le facteur physicalité, je tente du côté de Kwamba, mais Sopage qui montre qu'il est quand même fort physiquement là, pour son gabarit, même s'il est plus petit. On l'a vu contre Lockdog Oliveira.
Vinicius Oliveira, qui est excessivement gros pour la division et fort, qui fait une coupe de poids incroyable. Sopage qui a réussi à aller chercher des gros takedowns contre lui. Non seulement des takedowns, mais aussi du control time contre Oliveira, pardon. Par contre, les fois où s'est retrouvé on bottom, Oliveira qui lui a fait mal puis qui a vraiment dominé également. C'est un fight qui a play out quand même serré early, mais fin du deuxième round, Oliveira, c'est la différence de power là, qui a fait la différence. Il s'est mis à faire très mal à Sopage, puis à la fin du troisième, il va chercher un flying knee KO. Faut pas faire juste les maths. Bon, Vinicius Oliveira l'a knocké avec un flying knee. Timmy Kwamba, une victoire avec un flying knee. Je pense pas que ça va arriver à nouveau ici. Du moins, ça me surprendrait. Même si c'est vrai que des fois, il dip sa tête un petit peu trop ou quoi que ce soit. Mais Sopage, très bonne vision. Belle capacité de contrer. Son striking est propre également. Comme je dis, mixe un petit peu plus là, les attaques. Kwamba contre Sopage sont capables d'aller mixer le wrestling à gauche, à droite au besoin, soit pour marquer des points ou juste pour faire réfléchir. Son dernier fight contre Turcios, je suis vraiment pas high sur Ricky Turcios. Une victoire convaincante. Mais vous voyez, là, au niveau des coups significatifs, ça a quand même été serré. Sopage a fait très mal à Turcios déjà au premier round, un head kick si je ne me trompe pas. Puis qu'il a brassé même au troisième. Je pense que c'est au troisième qu'il est allé chercher là, le knockdown. Mais somehow, en termes de coûts significatifs, de work, c'est semblable. Je pense que ça va être la même chose ici contre Kwamba. Je m'attends à un fight très serré debout. Les deux devraient avoir leur moment. Les deux, ils ont un beau striking propre à distance. Mais je tends légèrement, je pense, du côté du underdog en Timmy Kwamba. Même s'il y a moins d'expérience un petit peu là, au niveau professionnel, mais en termes d'entraînement là, professionnel également, je pense qu'il va être capable d'aller chercher là, un petit edge dans ce fight-là, que ce soit peut-être avec les coups les plus dommageables, significatifs. C'est réussi à faire mal à Sopage. On a vu que round 3 avec Vinicius Oliveira, il réagissait très mal au coup. Il était un peu brisé. Je ne m'attends pas à ce qu'il se fasse briser de la sorte, mais il pourrait quand même aller chercher un petit edge à ce niveau-là. Sinon, le lay-off, tu sais, Sopage, ça fait plus qu'un an. Je pense que ça fait 15 mois qu'il ne s'est pas battu. Fait que peut-être un peu de ring rust. Probablement qu'il a fait du progrès, je peux pas croire, à son âge, mais il a-tu été aux prises avec des blessures, avec d'autres facteurs XY. J'aurais aimé ça le voir un petit peu plus actif, surtout après une win comme ça contre Turcios. Timothy Kwamba un petit peu plus actif récemment, puis il nous a prouvé que la catégorie des 135 livres lui suitait bien. Fait que donnez-moi Timmy Kwamba là, pour le prochain combat. Next, Modestas Bukauskas versus Christian Edwards. Un combat qui m'intéresse peu, je disais qu'il y en a 4 sur la main card qui, selon moi, vont être des bangers. On dirait que lui, je suis pas trop sûr de ce qui va se passer. Il pourrait être divertissant, mais je suis pas un grand fan. Christian Edwards qui remplace Rodolfo Bellato, relativement short notice. Fait que j'ai hâte de voir, est-ce qu'il y a UFC level, je ne suis pas convaincu, mais Modestas Bukauskas, qui n'est pas nécessairement un killer, même s'il est sur une belle petite streak récemment, belle petite ride, pas streak, le 19-7 pour Modestas, 8-4 pour Edwards. 32 ans, 27 ans, combat chez les light heavyweight, mais actually, je pense que c'est un catchweight à 215, vu la nature short notice du combat. Avantage de taille 2 pouces pour Edwards et de portée 2,5 pouces. Communauté largement du côté de Bukauskas, comme vous pouvez voir. Les odds, moins 250, ah non, c'est pas le bon, moins 310, pardon. Puis ça fait du sens sur le favori, je veux dire. C'est le dude qui a de l'expérience au UFC, c'est le dude qui s'est préparé pour ce fight-là. Mais c'est juste difficile pour moi de backer Modestas contre n'importe qui à ce prix-là. Modestas Bukauskas qui a 7 défaites chez les rangs professionnels, c'est ça que j'ai dit, il me semble. 7 défaites, il s'est fait knocker 5 fois. Fait que son chin, il nous a démontré à plusieurs reprises qu'il peut être tracké. Chez les light heavyweight, je pense que tout le monde pack a decent punch. Il n'y a personne qui a des pillow fists nécessairement. Il revient aussi d'une défaite par KO au troisième round. Un combat qui se faisait outwork, qui aurait perdu la décision, je crois. Mais c'est fait KO TKO à 3 secondes de la fin du combat par Nikita Krylov. Puis sinon, vous voyez, c'est sa deuxième run au UFC. Il s'était fait cut après sa défaite contre Khalil Roundtree. Vous vous souviendrez peut-être de Modestas Bukauskas pour les mauvaises raisons. C'est lui qui s'est fait stem kick la jambe, puis sa jambe a genre brisé en deux. Il est allé faire ses preuves sur la scène régionale. Il est rentré, il est allé chercher 2 wins back-à-back. En plus, c'était un combat qui était rentré, je pense qu'il aurait dû perdre sur papier, dans le sens où c'était un bon underdog. Il s'est fait knocker brutalement par Vitor Petrino. Puis ensuite, 4 victoires de suite, pas nécessairement contre le plus haut niveau de position.
Prachnio, bof, était capable d'aller le soumettre. Cerquiera, très très bof. Kutaleba, split decision, un combat que Kutaleba aurait dû gagner, là, à mon avis. Puis après ça, il est allé chercher là, quand même un beau KO TKO contre Paul Craig, mais c'est Paul Craig, écoutez. Il est revenu contre Krylov, il s'est fait outwork, il s'est fait KO à la fin du combat. J'ai pas le choix de le favoriser. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'expérience à haut niveau. Là. Il y a quasiment plus de UFC fight que Christian Edwards a de combat. J'ai regardé un petit peu Edwards, qu'est-ce qu'il fait sur la scène régionale, mais pas tant que ça. Il faut que je creuse un peu plus. Striking fonctionnel, mais il look to grapple souvent. Bon, top game décent. Je veux dire, je pense que c'est un combattant qui est correct partout, mais qui n'est pas shiny. Nulle part. De l'expérience au Bellator, je suis plus certain, il me semble que c'était Bellator qui s'est battu. Ouais, quand même, vous voyez, il a fait la majorité de sa carrière par Bellator. Mixe un peu tout, des knockouts, des subs, des décisions, mais encore une fois, pas un super haut niveau de position. Sa dernière défaite contre Luke Fernandez, qui s'est fait geler par Rodolfo Bellato, là, pas si longtemps que ça, vous vous souviendrez. Là. Fait quand même, il semble avoir du cardio, mais pour de vrai, là, je veux juste rien avoir à faire avec ce fight-là. J'aurais pas Modestas dans des parlays ou quoi que ce soit. Là, la cote, elle ne m'intéresse pas. Je ne lui fais pas confiance, même si c'est un combat qui devrait gagner haut la main. Pour moi, c'est un stay away. Mais en termes de vainqueur, je vais prendre quand même Modestas, Bukauskas comme pick. Prochain combat, watch out, ça va se taper dessus. Vous avez peut-être vu les petites stories que j'ai mis sur Instagram hier. Un finish de toute beauté là, de Johan Diaz par Spinning Elbow. Puis un des KO de Malcolm Wellmaker également au UFC. Fait que bref, Wellmaker 10-1, 15-1 et 1 pour Diaz. Wellmaker qui est le favori ici, 31 ans, 27 ans. Combat chez les... c'est chez les bantamweight, je pense. On va aller voir pour être sûr, là. Ouais, combat chez les 135 livres. Le dernier combat de Malcolm, c'était short notice contre Etienne Ewing, donc c'était probablement un catchweight un petit peu plus haut. 5 et 10, 5 et 8, avantage de portée 2 pouces là, pour Wellmaker, qui est le favori, pardonnez-moi, de la communauté. Moins 250, je pense que c'est le bon favori. Mais à ce prix-là, je veux pas de straight bet pour moi, mais honnêtement, je pense que c'est un bon bounce back spot là, pour Wellmaker, qui revient de sa première défaite là, chez les professionnels, un prospect qui était extrêmement hype, sa main droite, son crochet droit, ses 3 KO, que ce soit Contender Series ou UFC, c'est avec son crochet de la main arrière, vraiment nasty. Adam à Contender Series, Bramhall d'un genre de, même pas en step back, mais gros counter right hook, de toute beauté, précis, puissant. Pour les bantamweight, il cogne extrêmement dur. Cameron Simon, il l'a éteint en 2 minutes. Un autre KO vraiment nasty. Puis lui contre Chris Moutinho, qui s'est avéré être durable au fil de sa carrière. Je veux dire, Moutinho qui est reconnu là, pour sa défaite contre Sean O'Malley. Là, vous voyez, là, 230 coups significatifs de Sean O'Malley. C'est fait KO par Canetti par après, mais je veux dire, historiquement, c'est un gars durable. Là, il s'est fait crack solide là, par Wellmaker. C'était même pas proche. Il a piece up. Contre Etienne Ewing, on se souvient, c'est un remplaçant short notice, je pense à 2 jours d'avis. Ewing, combattant de la scène régionale, qui est très doué. Beaucoup plus que ce qu'on pensait. Il démontrait des belles choses à la scène régionale, mais pour battre Wellmaker de la sorte à 2 jours d'avis, c'était une performance incroyable. Etienne Ewing qui s'est fait clip par le fameux right hook en début de combat, mais qui a réussi à l'encaisser, qui a réussi à outwork Wellmaker, pas de beaucoup, là, mais quand même avec les takedowns mixés au travers de ça. Puis je pense ce qui a aidé Ewing, c'est non seulement son volume, son workflow, mais aussi sa capacité de contrer là, les shots là, de Wellmaker. Excellente vision. Bonne défensive, responsable, très bon pour sortir du range, juste assez là, pour esquiver les shots, mouvement de tête, va chercher des angles. Fait que Ewing qui est un combattant très très bon. Mais contre Johan Diaz, samedi, je pense que c'est un match-up un peu plus facile là, pour Wellmaker. Diaz qui a une victoire à Contender Series. Vous voyez ici le spinning back elbow. 2 secondes de la fin du round, c'est de toute beauté. Je pense que Johan Diaz, c'est un bon fighter. Je pense qu'il y a plus de volume que Wellmaker. Il a plus d'expérience aussi là, en termes de combat professionnel, mais en termes d'entraînement. Pourrait mixer les takedowns ici un peu à la Ewing pour aller faire réfléchir Wellmaker. Mais Wellmaker qui est tout de même très physique puis qui n'a pas un takedown defense de piment là,
à mon avis. Je pense que Diaz a probablement justement le artwork, c'est possible, donc lancer plus de shots, mais il a clairement moins de puissance, puis il est beaucoup plus ouvert aux contre-attaques. Yohan Diaz qui est très offensif, mais qui laisse beaucoup de trous défensivement. Je pense que Wellmaker va timer tôt ou tard un gros hook, un gros contre. Est-ce qu'il va knocker Yohan Diaz? Ça, je ne suis pas certain. Il s'est jamais fait de KO en carrière. Il semble avoir un bon chin, mais je veux dire, est-ce qu'il a goûté au power de Malcolm? On ne sait pas. Puis ça va à la décision. Je pense que c'est un combat qui pourrait être relativement serré, une genre de 29-28 Wellmaker. Mais je pense que justement, c'est Malcolm qui va placer les coups les plus significatifs et qui vont faire le plus de dégâts. Donc, même s'il se fait outstrike pour un round, ben, s'il est capable de timer 2-3 grosses contre-attaques là, qui wobble Yohan Diaz ou qui créent du dommage visible, il pourrait aller edger de cette façon-là. Fait que je vais sider du côté de Wellmaker. Mais honnêtement, Yohan Diaz, je veux dire, je le compte pas pour vaincu. Wellmaker, son moneyline à moins 250, je ne l'aurai pas non plus là, dans des parlays ou quoi que ce soit. C'est un autre combat, je crois que je vais juste m'asseoir puis enjoy ou peut-être attaquer de différents angles, là, peut-être des props ou whatever. Mais en termes de pure pick, ça va être Malcolm Wellmaker. Attendez-vous tout de même à une bonne guerre. Là. Si Diaz ne se fait pas éteindre early, là, on risque d'avoir un excellent fight là, entre les mains. Demi-finale, Do Ho Choi de Korean Superboy contre Daniel Santos. 16-4-1 pour Do Ho Choi, 13-2 pour Santos. Qui est le favori ici, 35 ans versus 31 ans. Combat chez les... je pense que c'est chez les featherweight. Ouais, chez 145 livres. Je pense que Daniel Santos, c'est un catchweight son dernier fight, justement. C'est pour ça qu'il est un peu plus pesant. 5-10, 5-7. 3 pouces de plus de reach là, pour le Coréen. Communauté qui est plus du côté de Santos. Puis, man, ça va être un bon combat. Honnêtement, je suis très partagé là, sur ce combat-ci. Dur pour moi à dire. Fun fact en partant, Daniel Santos, ses 2 derniers adversaires, c'était des Coréens. Jong Young Lee et Jo Sang-yo. Fait que c'est quand même drôle. 3e adversaire coréen de suite. Puis c'est le meilleur Coréen des 3, j'ai l'impression. Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du UFC, quelqu'un qui s'est battu contre 3 Coréens back-à-back dans la même division. C'est capable d'aller chercher des wins. Une 3e win d'affilée, ça va être quand même un funny moment. Si on regarde les odds, vous voyez, Do Ho Choi plus 145 et moins 170 pour Daniel Santos. Et man, ça va être un banger. Do Ho Choi, vous s'en souviendrez sûrement, là, Charles Jourdain qui l'avait battu par KO en Corée chez eux. Là, ça l'avait mis sur la map solide, ça, back in the days. Do Ho Choi qui est très très bon. Bon striking, il cogne dur. Sur 16 wins professionnels, c'est ça que j'ai dit. Ouais, 16 victoires pro, il y a 13 KO. Donc, des mains très pesantes. Mais lately, on le voit aussi mixer un petit peu plus le grappling. Si quelqu'un shot des takedowns, souvent, il va essayer de threat avec un front choke ou quoi que ce soit, au moins pour créer des scrambles, des opportunités. On le voit entre autres là, récemment contre Bill Algeo. Ici, vous voyez 3 subs à thème. Puis ce qui me déplaît de Do Ho Choi, pour vrai, son dernier fight contre Nate Landwehr, même si Nate, il kind of wash, man, que Do Ho Choi a look good dans ce combat-là. Son striking, son timing, sa vision, ses calf kicks sont nasty. Les takedowns, je te dis, il brassait Nate Landwehr comme si c'était une poupée de chiffon. Il a fait ce qu'il voulait avec, crucifie, puis le TKO de cette façon-là. C'était une performance extrêmement dominante. Contre Bellagio, un peu plus compétitif, mais va chercher le gros knockout au 2e round. Puis avant ça, Kyle Nelson il aurait dû le battre, mais il a perdu un point. Je pense que c'était un headbutt. Ça n'avait pas l'air intentionnel, mais tout de même perdu un point là-dessus. Fait que ça a été un draw. Puis avant ça, vous voyez Charles Jourdain en 2019. Il s'est fait knocker brutalement ici. Il s'est fait knocker par Jeremy Stephens. Sa guerre contre Cobb Swanson, combat historique. Allez voir ça en 2016, c'était de toute beauté. Fait que ça fait longtemps qu'il est au UFC, depuis 2014, mais pas une tonne de fight. Après le combat contre Charles Jourdain, il est allé faire son service militaire. C'est obligatoire, je ne me trompe pas, là, en Corée, 2-3 ans. Il est revenu Kyle Nelson, look good. Bill Adjo Do Ho Choi, look extrêmement good. Mais là, encore une fois, ça fait 17 mois qu'il ne s'est pas battu. Puis c'est ça qui m'inquiète. Il revient d'une victoire. Je pense qu'il n'a jamais looké aussi good pratiquement. Puis là, 17 mois off. 35 ans, c'est un peu plus vieux. Commence à avoir du millage. Il a fait des guerres. Fait
Pour moi, c'est quand même là, un red flag du côté de Do Choi. Mais sinon, son striking de toute beauté, des contre-attaques exceptionnelles, beaucoup de puissance. C'est calf kick, je le répète, là, vraiment, vraiment puissant. Puis il pourra avoir du succès avec ça ici. Je pense par contre qu'il a un moins bon chin que Daniel Santos à ce point-ci. Il s'est fait crack dans le passé. Daniel Santos aussi s'est fait wobble, on se souvient, par Jen Castaneda au premier round. Mais push through it, c'est un absolute dog. Daniel Santos, striking peut-être un peu moins clean là, que Do Choi, mais style, son pocket boxing est excellent. Il mixe bien le corps, la tête, travaille en combo. Il cogne dur, il swing des bombes, même si c'est moins affiné, puis il n'a pas peur là, de brawler. Bon output, probablement un petit peu plus de volume que Do Choi, mais ça pourrait ouvrir là, de l'espace pour des contre-attaques. Au niveau du grappling, je pense que s'il y en a un qui shoot ici, ça va être Daniel Santos. Il aime ça mixer les takedowns. Si on regarde ici là, les stats plus spécifiques, là, je vais l'avoir un petit peu plus haut. Là. Mais il shot quand même beaucoup de takedowns là, par combat. Vous voyez, 7.52 takedown attempt par 15 minutes. Il en reste 3.01. Do Choi, qui s'est fait takedown souvent dans le passé, montre un meilleur anti-grappling récemment. Mais je pourrais voir là, Santos mixer les takedowns dans l'équation ici. Peut-être pour edger là, les rounds, mais debout, je crois que ça va être extrêmement là, compétitif. Ça va se taper dessus, les amis. Avec le chin, les off, j'ai envie de leaner slightly du côté de Daniel Santos, mais Do Choi, il y a plus 145 underdog price. Je vous cacherai pas que ça me titille là, depuis le début de la semaine parce que man est comme fort. Puis on a vu Daniel Santos, il s'expose des fois, il est ouvert aux contre-attaques. Fait que c'est dur d'avoir un read clair pour moi là, dans ce combat-ci, mais une chose est sûre, c'est que ça va se cogner dessus, ça va être bon. Je vais peut-être attaquer ça un peu plus d'un angle fight don't go to decision, je sais pas, honnêtement, là, avec ces deux-là, je suis pas certain là, que ça va aller sur la carte des juges. Je m'attends à un banger, je m'attends à de la violence. Fait que, so slightly, en ce moment, je vous donne Daniel Santos comme pick. Par contre, c'est le genre de combat que je pourrais swap d'ici demain. Fait que restez à l'affût. Dans tous les cas, là, allez pas aux toilettes ou vous faire un sandwich là, pendant ce combat-là. Et la finale, les amis, très bon fight. Arnold Allen versus Melquizael Costa. Ça va être un bon combat. On a Allen qui est 20-4 au UFC level, 26-7 pour Costa. Les odds ont bougé depuis. On regarde ensuite 32 ans pour Allen, 29 pour Costa. Combat chez les featherweight encore une fois. 5-8, 5-10, un pouce de plus de reach aussi là, pour Costa. Communauté qui est plus du côté de Allen. Et c'est mon cas également. Quand même un drôle de line movement à mon avis ici. Quand j'ai pris mes notes au début de la semaine, lundi je ne me trompe pas, Allen qui était favori à moins 190, il est rendu à moins 122. Je l'ai parié, il était à moins 163. Je me suis fait reverse CLV. C'est très très rare que ça arrive. Et je ne suis pas plus inquiet pour mon bet, pour mon pick, mais je trouve ça vraiment étrange ce line movement-là. Puis honnêtement, ça continue de descendre. Puis j'ai du Arnold Allen à pick 'em price. Il y a des bonnes chances que je renchérisse sur lui. Pas trop, mais je veux dire, à ce prix-là, je trouve qu'il y a énormément de value sur Arnold Allen. Super bon match-up, honnêtement. Puis tu sais, pour commencer, match-up Southpaw versus Southpaw, c'est deux gauchers. Arnold Allen a un petit peu plus d'expérience et plus concluante là, contre les combattants gauchers ou switch stance. On se souviendra contre Jean Silva, notamment son dernier fight. Jean qui a combattu la majorité du fight là, dans un stance de gaucher. Puis Arnold Allen qui s'est fait battre, je l'ai écouté, oui, il a perdu ce combat-là, fair and square, mais il a tout de même eu des bons moments contre Jean Silva, des bonnes séquences. Same pour ses deux autres défaites contre Evloev, je veux dire, oui, il a perdu, mais il y a eu des bonnes séquences contre Mosvar et contre Max Holloway. Combat de 5 rounds, je vous rappelle, qui est un facteur important ici parce que c'est le premier combat de 5 rounds de Melquizael Costa. Arnold Allen, on l'a vu dans ce combat-ci, au 5e round, il est pratiquement autant explosif, responsable dans ses attaques défensivement qu'au premier. Excellent cardio, conditionnement physique élite. Puis même qu'il a gagné le 5e round contre Max Holloway sur la carte des juges. Fait qu'il faut quand même le faire. Max Holloway qui est le cardio puis le volume king. Fait que très impressionnant. Fait que oui, il y a 3 défaites au UFC level. Mais pardonnez-moi, je pense que ces 3 gars-là, ils smoke Melquizael Costa. Sinon, des bell wins aussi. Je pense qu'il y a un pop sous-estimé dans ses frappes. Il est allé souvent à la décision, mais comme for Arnold Allen, très mobile, explosif, bon mouvement in and out et latéraux. Là.
bouncy sur ses pieds. J'aime ça, il bouge bien là, debout. Fait que, bref, principalement un boxeur, kick un peu, là, mais utilise principalement là, ses mains. Versus un Melkuzael Costa qui est plus un kicker. Donc, excellent avec ses jambes, Melkuzael Costa. On l'a vu ces 2 derniers combats. KO sur Danny J, spinning back kick et head kick knockout contre Morgan Charrier. Donc, un des meilleurs kickers de la division, probablement. Par contre, Arnold Allen, je tiens à souligner que, vous voyez, une victoire ici contre Giga Chikadze, qui est un kicker élite. Giga Chikadze, s'il y a bien une arme efficace, ce sont ses coups de pied. Arnold Allen, qui est resté defensively sound, s'est jamais fait expose nécessairement ou mettre dans l'eau chaude. Un combat qu'il a gagné là, de façon là, assez décisive. Perdu un round, je pense même que c'était le premier. Giga Chikadze qui part très très fort, mais est allé edger, puis il a vraiment outwork Giga. Mais beaucoup de pression. Giga Chikadze un peu moins efficace sur le back foot. Je pense que ça pourrait turn out un petit peu là, semblable ici. Melkuzael Costa qui aime ça avoir de l'espace, qui aime ça kicker à distance. Ses mains sont décentes, là, détrompez-vous, mais beaucoup moins responsable défensivement quand il attaque, puis moins peaufiné là, que son kicking game. Fait que si Arnold Allen est capable de rester très loin hors des kicks et de mettre beaucoup de pression pour les neutraliser et échanger majoritairement au boxing range, je pense qu'il va avoir un gros avantage. Melkuzael Costa, au UFC, il s'est battu contre un gaucher. Julian Erosa est listé gaucher, mais pour avoir regardé le fight à nouveau, il est dans droitier tout le long, fait que je pense que c'est une erreur ici. C'est contre Steve Garcia, qui est un southpaw. Il s'est fait casser la gueule. Premier round, c'est principalement du grappling. Deuxième, Costa est déjà fatigué. Il se fait massacrer. C'est un KO d'une violence, KO TKO. C'est Garcia qui laisse Melkuzael Costa dans une mort de son propre sang. Il tente de lutter l'arbitre par après. Après ce combat-là, il y a eu une belle séquence, on se le dit, 2 subs ici contre André Fili. Vous voyez, c'est quand même une belle win. Ensuite, 2 décisions et 2 KO. Ce qui est intéressant à voir, c'est les 2 décisions ici. Des combats qu'il a gagnés, décision unanime. Mais ces 2 fights où Melkuzael Costa, il fade au 3e round. Donc oui, bon kicker, je veux dire, super technique, striking dynamique, mais au 3e round, dans ces 2 fights-là, il ralentit significativement. L'offensive est moins efficace, mais aussi défensivement, c'est moins beau. Puis là, on a un combat de 5 rounds. Fait que s'il tend à ralentir au 3e, de quoi ça va avoir l'air au round 4 et 5 contre un gars comme Allen qui, lui, ne va pas ralentir. C'est sûr et certain qu'il va continuer de mettre de la pression. Pour moi, c'est quand même un gros red flag. Je pense que Arnold Allen, il gagne les rounds 3, 4 et 5 à très high clip ici. Début de combat probablement compétitif. Et sinon, si on regarde ces 2 derniers fights, c'est des très belles victoires, des gros knockouts. Mais pour de vrai, si on rerun ces fights-là, si Melkuzael se bat contre Charrier 100 fois, je pense que c'est un issue qui arrive extrêmement peu souvent. Peut-être pas un flou KO, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui arriverait fréquemment, j'ai l'impression. Puis même chose ici, fait que j'enlève rien, il les a eu. Mais je ne penserais pas là, que Melkuzael Costa il va aller chercher un 3e finish de la sorte flashy back-à-back contre un gars comme Arnold Allen. Danny J s'était jamais fait KO, Arnold Allen non plus. Je pense pas qu'il va aller chercher un finish de la sorte. Puis honnêtement, je pense que si Melkuzael Costa il n'y a pas un finish dans les 2 premiers rounds, c'est un combat très très dur là, pour lui. C'est un gros step-up en compétition, à mon avis, en Arnold Allen. Et à l'inverse, Arnold Allen, même s'il y a une victoire là, depuis 2023, je pense que c'est un gros step-down en compétition là, pour lui. Fait que le cardio, je donne ça à Arnold Allen. Je pense que c'est un dog. Il est plus enclin justement à aller chercher un dogfight, à pressure, à échanger dans le pocket. Il met plus de pressure. Je pense qu'il y a probablement un meilleur chin. Je doutais. Je pensais que Jean Silva allait le mettre KO, mais après avoir vu les patates qu'il a mangées de Jean Silva, je réitère, je reviens sur mes mots. Je pense qu'Arnold Allen a une très bonne durabilité. L'expérience de 5 rounds, le niveau de position, etc. Je pense que Allen, il a les outils pour gagner ça. Puis à Pick'em, j'aurais pas le choix de renchérir, là, j'ai l'impression. Fait que je vais s'aider du côté du vet en Arnold Allen pour ce combat-ci. Puis c'est ce qui conclut UFC Vegas 117. On a fait le tour, les 13 combats. J'espère que vous avez enjoy le breakdown, guys. N'oubliez pas, share, likez, aimez la vidéo, abonnez-vous à la page si ça vous plaît. Je souhaite une très bonne carte samedi. Il y a aussi la carte de Netflix. Là, je vais sûrement garder un œil là-dessus également, mais je vais vous avouer que j'ai un peu plus d'intérêt envers le UFC. Fait que là-dessus, guys, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Peace!